Suite à un problème de passeport, Louise est retenue à Péronne, où elle est assise sur un banc en attendant la fouille. Elle porte pas moins de 300 lettres cachées dans ses vêtements, ce qui en fait de facto une espionne qui sera fusillée si elle est démasquée. La gare est pleine d'activités. La foule de soldats allemands débarque des caisses de munitions et se prépare à se diriger vers le front. Louise cherche un moyen de se sortir de ce guêpier quand elle aperçoit un cortège d'officiers mené par une vieille connaissance. Ruprecht de Bavière, commandant la 6e armée. Elle se précipite vers lui et engage la conversation. Le prince la reconnaît. Après tout, c'est la seule femme qui a réussi à le battre aux échecs. Après un bref échange, il lui donne un laissez-passer qui lui permettra de sortir de la zone occupée et, au passage, d'éviter les fouilles. Ainsi, Louise peut librement traverser la frontière hollandaise et livrer ses lettres. Une fois débarquée à Folkestone, en Angleterre, elle est attendue par des soldats qui l'emmènent devant des hommes de l'intelligence service. Non, on dit intelligence service, des agents secrets britanniques. Parmi eux, Walter Kirk, le chef du renseignement de l'état-major, venu en personne pour voir l'oiseau rare. Il lui demande de tout leur raconter depuis le début et lui propose de devenir une espionne à la solde de la Grande-Bretagne. En effet, ses compétences et son mépris du danger intéressent vivement les services secrets. Louise prend quelques jours pour réfléchir, quand un agent du 2e bureau, c'est-à-dire celui du renseignement militaire français, lui fait une proposition similaire. Elle demande conseil à ses proches. Elle a 35 ans et sait que sa décision changera sa vie à jamais. Finalement, elle se laisse guider par ses sentiments patriotiques et décide d'accepter. Mais chez qui s'engager ? Les Français ou les Anglais ? Elle considère, à raison, que les Français sont bien plus machos que leurs homologues britanniques, et que cela se ressentira sur la formation, la paye, mais surtout sur le rapport de confiance. C'est décidé, elle signe avec l'Intelligence Service. Elle entreprend alors une formation éclair pour devenir une parfaite espionne. En quelques jours, on lui apprend des tas de choses, comme l'écriture au jeu de citron, les codes secrets, les déguisements à adopter, comment cacher ses messages, ou lire une carte, mais également reconnaître les insignalements, les calibres des canons, etc. Elle est placée sous le commandement du major Cameron, alias l'oncle Édouard. Louise est tellement brillante que Cameron lui confie la responsabilité du réseau Rumble, constitué d'observateurs déjà recrutés dans le nord de la France. Son contact aux Pays-Bas sera un Belge habitant Flessingue, et nommé José Courboin, alias Tante Emma. Mais si le voyage aller fut un peu chaotique, le voyage retour l'a tout autant. Une fois de retour à la frontière belge, elle est fouillée, et on découvre sur elle un document écrit en anglais. La boulette. Fort heureusement, elle arrive à faire passer ça pour une lettre d'embauche, et sort de ce mauvais pas sans grande difficulté. À la frontière française aussi, elle se fait contrôler. Mais son frère, l'abbé Henri de Bettigny, arrive en urgence pour lui délivrer un laissez-passer pour Lille, au nom d'Alice Dubois. Et c'est sous ce pseudonyme qu'elle va opérer. Une fois à Lille, elle se met immédiatement au travail. Au début, son réseau ne couvre que la zone Lille-Roubaix-Tourcoing. Très rapidement, elle recrute des agents à Valenciennes, Cambrai, Saint-Quentin et Mézières. Les informateurs qu'elle recrute viennent de tous les milieux sociaux et leur nombre s'élève rapidement à 80, avec environ 40% de femmes. Louise vise en particulier les gens habitant près de la ligne de front, ce qui lui permet d'avoir des renseignements de premier ordre, comme par exemple l'emplacement des aérodromes ou des batteries d'artillerie qui se font alors pilonner par les canons britanniques. Certains observateurs habitent à proximité des chemins de fer, ce qui est extrêmement utile pour savoir quelle unité se déplace dans quel secteur. Un code spécial est établi pour ce cas. W signifie wagon de marchandises, V signifie voyageur et P plateforme. On utilise également des chiffres, par exemple 2105 1202 3309. 21 désigne la ligne, à savoir Bruxelles-Courtrai. On prononce Bruxelles, Votre Altesse. 05 est le numéro du poste d'observation. 1202 désigne la date, à savoir le 12 février. 3309 signifie que le train est équipé de mitrailleuses. Pour plus d'efficacité, le réseau, désormais surnommé Alice, est divisé en 3 secteurs. Notre héroïne a la charge de la zone Lille-Seclin. Elle crée un plan quadrillé et numéroté de son secteur et envoie un double au major Cameron. Ainsi, elle peut désigner une position avec seulement 2 chiffres. Les messages sont déposés dans ce qu'on appelle des boîtes aux lettres, des lieux publics comme typiquement des cafés, où l'on glisse le pli sous l'addition avant d'être récupéré de la même manière par d'autres agents. Les informations sont alors triées avant d'être transférées aux Pays-Bas 2 fois par semaine. Et c'est clairement la partie la plus compliquée du métier. Les gardes ont tendance à fouiller systématiquement les gens qui passent et interdisent le port du papier, qu'il soit imprimé ou manuscrit. Alors, on ruse.
On utilise du papier très fin qu'on dissimule dans les poignées de valises, des manches de parapluie, des talons de chaussures, des baleines de corset, des lacets, etc. À chaque fois que les Allemands découvrent une astuce, le réseau Alice en invente 2 autres. La méthode alternative est de passer illégalement la frontière. Et ça tombe bien car le groupe possède ses propres passeurs professionnels. Louise sait très bien que la rapidité de transmission des infos est cruciale, et elle le rappelle sans cesse à ses agents, raison pour laquelle on la surnomme Mademoiselle Vite Vite. D'ailleurs, elle prend tous les risques et montre l'exemple, s'occupant elle-même des transmissions. Mais toute cette vie est épuisante, et rapidement, Alice Dubois a besoin de quelqu'un pour la seconder.